Bien, écoutez, ravi d'être ici. Merci beaucoup pour votre invitation, professeur Howard. Merci à vous pour votre attention. Alors, vous avez devant vous deux shifters. Hein, ce ne sont pas des animaux bizarres, ce sont des êtres humains, des acteurs du système de santé qui ont décidé de s'intéresser à l'impact du réchauffement climatique sur notre système de santé et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir être acteur d'une santé plus responsable. Car la santé, vous allez le voir, est à la fois victime de ce réchauffement climatique et coupable. Et c'est une double contrainte, qu'on appelle contrainte carbone, qu'il est intéressant d'étudier un petit peu en détail pour trouver des leviers d'action. Allez, on démarre tout de suite. Alors on m'a dit que c'était le moment légèreté. Je ne sais pas si on va arriver à quelque chose de très léger. Néanmoins, on va essayer d'être assez clair et concis. On va passer assez vite du coup sur certaines notions, mais pour chacune d'entre elles, vous avez la possibilité après de solliciter des approfondissements, si vous le souhaitez, avec d'autres conférences. Alors on appartient donc à l'association The Shifters, qui est une association sœur d'une autre association qui s'appelle The Shift Project, présidée par Jean-Marc Jancovici, un nom qui généralement fait un peu plus écho que Pierre-Marie Epsileca et Martine Rey. Et du coup, nous sommes une association déclarée d'utilité publique qui a 25 000 adhérents. Et nous avons élaboré cette présentation en lien avec un ensemble de professionnels du système de santé, des médecins, des chirurgiens, des ingénieurs, des consultants, des directeurs d'hôpitaux. Bref, tout un ensemble de personnes qualifiées, compétentes et qui comprend vos enjeux et le système de santé en général. Martine, je te laisse te présenter. Donc Martine Rey, moi je suis médecin généraliste de formation. J'ai fait ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, c'est fini maintenant. Je suis, comme le disait Madame Auverte, à 100% en tant que bénévole auprès des shifters. Et donc je communique justement sur la décarbonation du système de santé. Voilà, et moi-même, donc, je suis aujourd'hui consultant sur ces problématiques-là et un ancien directeur d'établissement de santé en psychiatrie. Et outre donc du coup notre appartenance à cette association, nous n'avons pas de déclaration d'intérêt à faire avant de réaliser cette présentation. Du coup, je vais passer avec ça. Alors, un petit rappel. Je suis obligé de rester devant. Généralement, c'est le moment où je pars, sur le côté. Des liens entre énergie et climat. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la base du problème. Hein. On ne va pas se mentir. Nous avons aujourd'hui développé depuis la révolution industrielle un parc de machines qui nous servent à modifier notre environnement grâce à l'énergie qu'elle utilise. Et ce parc de machines nous sert à modifier les systèmes dans leur composition chimique, dans leur température, dans leur vitesse. Et ce parc de machines, c'est par exemple des avions, des grues de chantier, un lave-linge, une voiture. Et ce parc de machines a cru de façon exponentielle pour atteindre, si on le rapporte à chaque terrien, une puissance annuelle par terrien de 22 000 kWh par an. Et cette puissance-là, elle est assimilable, si on cherche à rapporter ça à un ordre de grandeur, un équivalent en esclave énergétique. Alors c'est une notion qui est apparue dans l'après-guerre et qui permet en fait de se rappeler qui nous permet de nous rappeler ce que c'est que le service qu'il nous rend. Un terrien, il est capable de produire 100 watts à peu près de puissance avec ses jambes. Donc vous imaginez que sur 22 000 kWh, c'est à peu près comme si nous avions à notre service, chacun des terriens, à peu près 200 personnes qui pédalent avec leurs jambes en continu pour nous fournir l'énergie nécessaire à faire tourner ce parc de machines. Alors Blin et Jancovici ont fait une super BD qu'on vous recommande, qui s'appelle Le Monde sans fin, et qui en fait compare ce parc de machines inconscient à notre disposition comme un costume de Superman qu'on endosserait tous les jours pour pouvoir se déplacer, s'alimenter, nourrir nos enfants et chauffer nos logements. Et bien dans le monde de la santé, figurez-vous que c'est la même chose. On a, sans le savoir, tout un ensemble de parcs de machines à notre disposition pour pouvoir guérir, si possible, les patients, ou en tout cas les soigner. Et cela va à la fois du transport des professionnels et des patients, en passant par les outils qu'on utilise pour nettoyer les salles, chauffer les repas, faire des imageries, du diagnostic, et aussi fabriquer nos médicaments.
Alors ce parc de machines, il faut bien l'alimenter en énergie, et cette énergie, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire, hein, qui va rentrer dans une machine qu'on appelle convertisseur en physique, et qui va fournir une énergie finale, qui va être sous forme de température, d'électricité, ou bien, comme je vous disais, de changement d'état du système. Là, on a pris l'image d'une course de voiture. Et donc cette énergie primaire, il n'y aurait pas de souci si eh bien, elle n'avait pas évolué en une source renouvelable jusqu'en 1850 à un mix énergétique très carboné. Alors, ça veut dire que les énergies primaires qu'on utilise pour alimenter ces machines sont aujourd'hui principalement d'origine fossile, c'est-à-dire qu'on creuse dans le sol pour en sortir des énergies, notamment depuis 1850, donc le charbon que vous voyez en rouge. Avant, le vert, c'était la biomasse, donc du bois pour se chauffer. On faisait aussi des machines à vapeur, mais rudimentaires, principalement pour s'éclairer et se chauffer. Ensuite, le charbon, le pétrole, le gaz qui sont venus s'accumuler. Et puis, vous avez voilà, aussi une proportion d'énergie non fossile qui, vous voyez, reste relativement dérisoire par rapport à l'ensemble d'énergie consommée sur Terre. Et donc, ces énergies fossiles, là, je vais aller plus rapidement parce que je pense que vous avez les notions de base, mais à chaque fois qu'on brûle de l'énergie fossile, eh bien, elles sont très carbonées. Il y a beaucoup d'atomes de carbone, et donc ça va s'associer à des molécules d'oxygène dans l'atmosphère, faire du CO2, et ce CO2 eh bien, croît en concentration dans l'atmosphère et entraîne un effet de forçage radiatif, c'est-à-dire qu'il y a plus en fait, de rétention des énergies infrarouges à la surface de la Terre, et ça contribue à son réchauffement à la Terre. D'où le changement climatique que l'on observe aujourd'hui et ce réchauffement moyen de 1,7 degré à la surface de la Terre et des océans en moyenne. Alors vous allez me dire, la santé, en fait, en France, en fait, on a le nucléaire, donc tout va bien. Et en fait, ça ne dépend pas forcément du mix énergétique. Ça dépend à la fois de la structure de notre système de santé, qui aujourd'hui est très tourné vers le curatif, et aussi de notre propension à utiliser de l'usage unique. Et il faut, force est de constater dans ce papier, dans ces deux planisphères qui ont été publiés dans un article, un papier du Lancet, publié par nos collègues du Shift Project ce mois-ci, que, donc, à gauche, notre dépendance à l'importation des produits, des minerais métalliques elle est très forte, cette dépendance. Et sur la droite, vous avez la même chose dans notre dépendance de notre système de santé aux énergies fossiles. Et donc vous voyez que, eh bien, il faut aller un petit peu plus loin en matière de stratégie bas carbone que changer notre mix énergétique au niveau national. Alors pourquoi décarboner la santé? On pourrait se dire la santé, eh bien, c'est le dernier secteur d'activité sur lequel on va agir, on en a tous besoin, on y est très attaché de surcroît en France. Eh bien, je vous faisais un spoiler en intro, mais la santé est victime de changement climatique. Il y a plusieurs papiers, et on va vous en présenter quelques-uns qui nous parlent de ces effets-là. Le changement climatique va changer la nature, je dirais la répartition de types épidémiologiques, va changer l'épidémiologie à la surface de la Terre dans les prochaines années, dans les dizaines d'années à venir. Et cette santé, elle est également fortement émettrice de CO2. Donc l'un dans l'autre, eh bien, on est un peu un système schizophrénique où on est à la fois contributeur de la dégradation de la santé des gens et en même temps, on veut les soigner. Et donc c'est ce paradoxe-là qu'on essaye aujourd'hui, avec notre association, de traiter et de proposer des pistes de réflexion et d'action. Alors, quelques slides rapidement qu'on a sélectionnés avec Martine pour vous faire état un petit peu de cet impact du climat sur la santé. On a essayé de prendre des exemples qui sont particulièrement vrais pour la cardiologie. Et Martine, dans sa partie après, reviendra plus spécifiquement encore sur l'impact notamment de la chaleur sur les pathologies cardiaques. Dans cette première slide, je vous parle eh bien, de la croissance du phénomène de canicule. Là, vous avez ici sur la gauche un graphique du GIEC qui a été publié en 2021 et qui nous montre, est-ce que le pointeur va marcher? Ouais. Sur la gauche, une valeur étalon d'une occurrence en période pré-industrielle, d'un épisode donc, de canicule qui n'apparaît que 2 fois tous les 100 ans. S'il apparaît une fois sur cette période étalon, eh bien aujourd'hui, alors on saute le présent 1 degré, parce que du coup on a un petit peu augmenté depuis, on est plutôt ici, eh bien c'est 9 fois plus récurrent. Et si on va sur une trajectoire à 2 degrés, qui je vous rappelle est la trajectoire des accords de Paris, qui nécessite un effort particulièrement intensif de transformation de notre économie,
on arrivera à 14 fois plus d'épisodes. Et si on lâche les chevaux et qu'en fait on ne fait rien, on arrivera plutôt à 40 fois plus. Vous voyez que c'est non seulement une modification de la fréquence de ce type d'épisode, mais également de son intensité, avec en dessous eh bien, la croissance en fait, de la chaleur mesurée dans chacun de ces épisodes de canicule, en fonction des différents scénarios. Alors, j'ai regardé le dernier épisode de canicule. Figurez-vous qu'à Marseille, le record dernier, c'était en 1983. Alors, ça ne fait pas effet coup de poing comme je voulais. C'était à 39,7 degrés. Mais en 2009, on est arrivé à 32,6 degrés. Bon, on peut aussi partir là-dessus. Donc vous imaginez bien que si on prend 5 degrés mis en plus, on arrivera à 44 degrés à l'ombre. Ce qui, au bord de la mer, est peut-être un peu plus faible que dans les terres. Sur Paris, on est plutôt, par exemple, à 48 degrés. Sur la droite, vous avez un graphique qui vous permet en fait, de voir que les pays à haut niveau de développement humain, HDI, Human Development Index, sont plus affectés que les pays relativement moins riches, étant donné que leur population âgée est nettement plus présente dans ces pays-là. Et donc là, vous avez l'évolution avec une valeur étalon à peu près donc juste avant, en 1900, sur la période 86-2005. Eh bien, par rapport à cette période-là, vous voyez que l'évolution du nombre de journées de canicule ressenties subies par les personnes âgées de plus de 65 ans a évolué en milliards de journées cumulées. Donc on est sur, là aussi, une évolution assez exponentielle. Un autre phénomène intéressant pour les pathologies cardiaques, c'est la croissance des incendies et des feux de forêt qui relâchent dans l'atmosphère des particules fines, source de complications respiratoires, mais aussi donc cardiaques. Sur la gauche, vous avez la représentation de l'évolution du risque relatif d'admission aux urgences en rouge avec les maladies respiratoires et en dessous avec les maladies cardiaques. Et vous voyez que dans les 3 jours qui suivent un incendie, en fonction de la concentration de ces particules fines dans l'atmosphère, eh bien, ce risque relatif augmente et plus intense, plus on est proche de cet épisode-là. Et sur le graphique de droite, au milieu, donc vous voyez le focus sur la mortalité, cette fois-ci, pas le risque relatif d'admission aux urgences, mais vraiment la mortalité en fonction de la concentration donc, de ces particules fines. Là, le graphique il va jusqu'à 60 microgrammes par mètre cube. On voit que ça commence à décoller, et notamment sur les maladies respiratoires. Il faut savoir que, suite aux incendies de Gironde l'année dernière, en Bretagne, on était à des concentrations jusqu'à 150 microgrammes par mètre cube. Donc on est à 3 fois la valeur maximum représentée dans ce graphique. Autre impact, je vais passer rapidement sur la santé mentale, mais là aussi, il y a une étude du JAMA Psychiatrie, un papier paru l'année dernière, qui nous montre qu'en fonction de l'évolution de la température extérieure, eh bien, le taux d'admission aux urgences pour troubles d'ordre mentaux évolue de façon sensible. Là, vous avez représenté sur ce graphique l'évolution de la destruction des stocks alimentaires au niveau mondial. Et donc, vous voyez que les cercles de couleurs qui représentent les destructions d'origine climatique sont de plus en plus fréquents et d'importance croissante plus on avance dans le temps. Et cette destruction de stocks alimentaires va entraîner une croissance de la pression à la migration, que vous voyez sur la gauche, une pression exercée à migrer à l'extérieur. Et vous voyez que si aujourd'hui, en 2020, on est à peu près à 250 millions de personnes qui ont une pression à la migration en raison de risques climatiques, sur le scénario le plus optimiste du GIEC, on sera de l'horizon 2100 à 4 fois plus de personnes, et sur le business as usual, à peu près à 2 milliards de personnes, donc 10 fois plus. Et là, à droite, vous avez les pressions à la migration en interne, à l'intérieur des États. Et là aussi, c'est un facteur de déstabilisation majeur qui entraîne des risques politiques aussi. Je ne sais pas si on peut faire une hiérarchie entre les deux risques, mais en tout cas importante, qui concernera à l'intérieur des pays des proportions allant de 1,5 à 3% en fonction des régions dans le monde, ce qui est majeur également. Alors, petite cerise sur le gâteau, quand même, on était plutôt dans le léger, là on a trouvé quand même quelque chose qui nous permet de résumer ça de façon light. C'est la représentation des zones habitables sur Terre, inhabitables, en raison des températures extérieures qui dépassent 37 degrés et un taux d'humidité supérieur à 100%. Et donc vous voyez que dans ces conditions impossibles à la sudation et donc à la thermorégulation, que ces zones sont relativement circonscrites et ne dépassent pas 100 jours par an. Néanmoins, ça
affecte quand même des zones un peu peuplées, hein, comme par exemple ici et là. Et si on passe sur un scénario à plus de 2,7 degrés, donc c'est le business encore une fois as usual, hein, c'est si on ne change rien, eh bien, dans la trajectoire actuelle, hein, ça veut dire qu'on maintient les mesures en place actuellement, mais on n'en fait pas de nouvelles pour réduire nos émissions. Eh bien, à plus de 2,7 degrés, on atteindra donc une répartition de ces zones beaucoup plus large autour d'un axe équatorial et surtout avec une durée d'exposition, hein, une durée de présence de ces jours nettement plus importante. Vous l'aurez compris, il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir parce que chaque kilo de carbone que l'on émet dans l'atmosphère, il reste dans l'atmosphère. Et ce kilo de carbone, tant qu'il reste dans l'atmosphère, il a un effet de réchauffement climatique. Donc en fait, on a un stock qui nous reste à émettre, hein, jusqu'à ce qu'on atteigne 2 degrés. Et ce stock, plus on continue de l'attaquer vite avec nos émissions qui sont très importantes, eh bien plus il sera difficile d'atteindre une trajectoire de réduction efficace, ou en tout cas elle sera de plus en plus raide. Hein, c'est ce que nous montre ce graphique-là. Si on avait commencé en 2000 en fait, à réduire nos émissions, on aurait diminué de 2% par an nos émissions. Si on commence aujourd'hui, ce sera à peu près 6% par an, et si on commence dans 10 ou 15 ans, ce sera plutôt 10%. Alors, si on parle, pour se représenter un petit peu ce que c'est que cette transformation-là, le Covid, il faut savoir que c'était une diminution de 5,4% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc vous avez un petit peu là une représentation de ce que ça représente en termes d'impact, hein, en termes d'activité économique. Alors, il y a urgence. La première des choses à faire, il y a 2 choses à faire. Donc on va vous détailler, rassurez-vous, vous êtes sauvés. La première, c'est de s'adapter. Adapter notre système de santé, nos établissements, en prenant en compte les nouvelles contraintes d'ordre climatique. Et quand on parle voilà, aujourd'hui d'adaptation dans l'actualité, ce n'est pas un vain mot, et pas uniquement à du plus 4 degrés, parce qu'à plus 2 degrés, on aura déjà beaucoup de changements climatiques, vous l'avez vu, qui vont s'opposer à nous et affecter notre santé. Donc ça veut dire commencer par repérer quelles sont les menaces qui affectent notre système de santé et les différents acteurs. Ça peut être des inondations, des feux, des canicules, des épidémies, des événements extrêmes. Il faut savoir que ça évolue en fonction des territoires. Alors, je suis bête parce que là, j'aurais dû enlever Paris, donc, qui est vraiment pas très intéressant de surcroît, pour mettre plutôt l'évolution à la moitié. C'est pas très intéressant en matière d'évolution, enfin de surface. De surface inondée, c'est pas très frappant, alors que si on prend la zone de la Camargue, par exemple, on se rend compte qu'avec l'évolution de la montée des eaux, eh bien, dans le scénario business as usual à l'horizon 2100, il n'y a plus de Camargue. Voilà. Donc ça, bon. Ça permet, ou en tout cas, les territoires ne sont pas affectés de la même manière. C'est là où je veux en venir. Il faut repérer ces menaces, évaluer les risques, et là, vous avez des guides que l'OMS a émis, qui sont très bien faits, mais particulièrement l'attention sur les risques qui affectent le personnel, les infrastructures, l'eau et les sources d'approvisionnement en énergie. Et enfin, il faut savoir quelles réponses on met en place pour s'y préparer. Et donc là, vous avez ce dont vous avez peut-être entendu parler, mais les plans blancs, hein, qui sont régulièrement déclenchés et actualisés, et d'où cette actualisation à l'aune des contraintes climatiques est importante. Deuxième manière d'agir pour répondre à cette urgence, eh bien, c'est Martine qui va s'y coller et qui va vous présenter ce en quoi est-ce que le secteur de la santé aussi dispose des leviers concrets, immédiats, pour pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Merci, Pierre-Marie. Voilà. Donc, le secteur de la santé est bien un contributeur important au réchauffement climatique. Et c'est un travail donc, du SHIT Project que je vais vous présenter maintenant, qui a fait une analyse mise à jour en avril 2023 sur tous les postes émetteurs. Et cette analyse est particulièrement pertinente, c'est la seule qui existe. Alors, le périmètre en fait, qu'a choisi le SHIT Project pour faire son analyse des émissions du secteur de la santé, c'est à la fois toutes les structures de santé qui sont potentiellement émettrices, hein, que ce soit les établissements, hôpitaux, médico-sociaux, mais aussi la médecine de ville, les pharmacies d'officine, etc., auxquels ils ont ajouté les administratifs. Vous le voyez sur le petit encart ici, en bleu marine, et puis les prestataires, comme l'industrie pharmaceutique et de MedTech,
et les transports des patients. Alors les résultats, c'est que les émissions du secteur de la santé pèsent, c'est 8% des émissions en France, et en valeur absolue, il s'agit de 49 millions de tonnes d'équivalent en CO2. Alors ce chiffre, évidemment, s'inscrit dans une marge d'erreur de 20%. Si on fait le détail poste par poste, vous avez donc en orange clair et en orange foncé toutes les émissions directes du système de santé. Donc la première barre, ce sont les émissions concernant les sources fixes et mobiles de combustion, c'est-à-dire le chauffage et les carburants pour les véhicules. Et puis ensuite les gaz, l'utilisation de gaz anesthésiques et de climatisation, et ensuite l'électricité. Ben, vous voyez que par rapport aux barres bleues, elles sont nettement moins importantes, et en fait ce qui compte, ce n'est pas le scope, enfin le plus important, c'est le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes qui doivent obligatoirement être mesurées, puisque c'est elles qui sont émettrices à hauteur de 87% dans le système de santé. Donc, dans ces émissions du scope 3, ces émissions indirectes, vous voyez qu'en fait, ce sont principalement les achats de médicaments et les achats de dispositifs médicaux qui vont peser pour 50% de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est un constat qui a été fait par le Shift Project qui montre vraiment comment orienter maintenant les priorités. Si on fait une analyse donc, des agrégés des résultats, avec en supprimant le poste médicaments et dispositifs médicaux, eh bien on voit que tous les secteurs sont contributeurs, et de façon d'ailleurs relativement équilibrée, et qu'ils doivent donc fournir un effort pour décarboner le système de santé, que ce soit donc les établissements hospitaliers à hauteur de 38%, la médecine de ville 23%, et les établissements médico-sociaux à hauteur de 40%. Alors pour l'administration, vous voyez que c'est beaucoup plus faible, puisque ce sont des émissions à hauteur de 1%. Si on prend en fait cette analyse de façon plus fine par poste, on voit que les priorités ne sont pas les mêmes en fonction des secteurs. Très clairement, si on fait un focus sur les établissements de santé, et c'est donc la couleur bleu marine, vous voyez que les deux postes qui ressortent très fortement, ce sont les sources fixes et mobiles de combustion et les immobilisations. Ce n'est pas négligeable, on notera aussi l'alimentation et les services. La problématique est tout autre pour la médecine de ville, puisque ce sont les transports des usagers et des visiteurs qui pèsent le plus dans ces émissions et qui correspondent en fait au nombre croissant de consultations. Concernant les établissements médico-sociaux, là, c'est vraiment l'alimentation et donc le chauffage qui vont être les deux postes les plus émetteurs, et donc les priorités, bien sûr, si on veut faire une action sur ces émissions. Et très clairement, ça correspond bien sûr à l'accueil 7 jours sur 7 des patients. Alors face à ce constat, oui, c'est en fait l'entretien des immeubles. C'est tout ce qui est immobilisation. Ouais. Alors, face à ce constat, nous avons bien sûr besoin d'un plan, hein, et c'est l'objectif donc de l'analyse qui a été faite par le Shift Project, qui a proposé non seulement ce bilan, mais aussi des mesures chiffrées. Alors, pourquoi, hein, ça, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. J'espère que Pierre-Marie vous a bien convaincu que climat et santé sont intimement liés. Ça, il faut vraiment savoir qu'on n'est pas indépendant en fait de tout notre environnement. C'est ce qu'on appelle One Health. Et puis, parce qu'il faut absolument préserver notre système de santé, qui est un outil formidable pour plusieurs raisons. D'abord, il a un rôle économique majeur,
c'est 10% de nos emplois, c'est 2,5 millions d'emplois. Il a un rôle de continuité de service. C'est un service qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc avec un enjeu de résilience majeur. Et puis surtout, au niveau sociétal, c'est un rôle d'ambassadeur avec un devoir d'exemplarité en tant qu'acteur majeur de santé publique. Alors, la médecine zéro émission de CO2, on connaît déjà, hein. C'est la médecine de M. Jourdain. Je crois que dans cette salle, personne n'a envie d'y retourner. Donc il faut réellement travailler à préserver notre outil de santé et le faire justement en s'adaptant aux objectifs des accords de Paris et de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire rester en deçà de l'augmentation des 2 degrés de température. Alors ça veut dire neutralité carbone d'ici 2050, ça veut dire un objectif ambitieux de réduction puisqu'il est de 80% de l'empreinte carbone du système de santé d'ici 2050. Alors, pour parler chiffres, ça veut dire qu'il faut passer d'un chiffre de 49 millions de tonnes d'émissions de CO2 à moins de 10 en 2050. Donc il va falloir travailler. Alors, quels sont... voilà. Si on laisse les choses évoluer, simplement mécaniquement avec l'accroissement de la population, on va avoir bien sûr un accroissement de ces émissions à hauteur de plus de 50 millions de tonnes d'équivalent CO2, sachant qu'on ne tient pas compte ici du vieillissement de la population et donc de l'augmentation de la demande de soins. Alors, quelles sont les premières catégories de mesures pour la transformation de notre système de santé? Ce sont d'abord les mesures chiffrées, c'est-à-dire ce sont des mesures qui sont prises à partir des chiffres qui sont remontés du terrain ou de leur extrapolation, avec aussi l'extrapolation du potentiel de réduction soutenable de ces mesures en fonction des postes. Donc, le Shift Project a édité donc des chiffres concernant la réduction de la consommation de chauffage et d'électricité, des chiffres concernant le potentiel de réduction des transports, de l'alimentation, des déchets. Et vous voyez que si on prend quelques exemples de mesures, ce sont des mesures qui sont parfaitement, qu'on peut mettre en place, comme par exemple le passage systématique des systèmes de chauffage au gaz et au fioul à des sources d'énergie bas carbone, ou par exemple limiter les distances parcourues pour les formations ou les conférences, systématiser l'offre de repas végétariens en approvisionnement local et de saison, sachant qu'il y a déjà des établissements qui ont adopté ces mesures, et puis interdire les gaz anesthésiants à fort effet de serre. On a déjà des recommandations de l'ASFAR dans ce sens, mais malheureusement, même si on implémente toutes ces mesures et qu'on le fait bien, eh bien, on aura encore un système de santé fortement émetteur à hauteur de plus de 35 millions de tonnes de CO2. Donc, à côté de ces mesures chiffrées, il faudra aussi mettre en place d'autres mesures qui sont des mesures par objectif de réduction. Alors, quelles sont ces mesures? Premièrement, soutenir la réduction en volume des médicaments et des dispositifs médicaux, c'est-à-dire agir très fortement sur le gaspillage, substituer quand c'est possible avec des produits ou des dispositifs qui sont moins émetteurs ou avec un moindre effet de serre, et puis éventuellement retraiter et recycler. La deuxième mesure, c'est de baisser l'intensité carbone des médicaments et des dispositifs médicaux, et là, très clairement, il faut impliquer les industriels pour transformer les modes d'approvisionnement, les modes de production, les modes de transport et éventuellement créer des filières de recyclage. Là, c'est une politique de longue haleine qui se fera sur plusieurs années en partenariat avec les industries. Et puis, orienter très fortement notre système de santé vers la politique de prévention, de promotion de la santé et du juste soin, c'est-à-dire en amont, soutenir la réduction de la demande de soins pour pouvoir arriver à l'objectif qui est fixé par les accords de Paris. Alors, pour les mesures par objectif,
Je vais laisser Pierre-Marie vous les détailler. Merci Martine. Alors, effectivement, là, vous a représenté ici la structure de consommation globale des produits de santé en France, et on va voir de quelle manière est-ce que les trois aspects que vient d'énoncer Martine affectent cette consommation-là. Donc on va déjà mettre de côté le sous-traitement, hein, qui est largement dû au manque de dépistage et au problème d'accès aux soins, sur lesquels on va pouvoir agir, mais de façon incidente. On va s'intéresser à la partie consommée, et notamment en premier au levier immédiat qu'on a entre nos mains, à court terme, qui est de supprimer les produits médicaux. Alors, il faut préciser que dans les dispositifs médicaux, vous allez retrouver autant des gants en nitrile que des cathéters, que des stents ou encore des diagnostics. On inclut aussi le diagnostic dans le DM. Hein, donc les examens à la fois radio et bio sont bien dedans. Donc, inutile ou gaspillé, ça veut dire que les sociétés savantes ont déjà émis des recommandations quant à la non-réalisation, ou en tout cas ont étudié le service médical rendu sur certains examens dans certaines conditions pour certaines pathologies. Et donc là, si on suivait ces recommandations-là, eh bien, il serait possible de limiter, d'effacer, ou en tout cas de réduire vraiment drastiquement cette partie de la consommation. Ensuite, on a la partie substituable. Donc là, comme a dit Martine, c'est de pouvoir avoir le même service médical rendu avec un autre produit de santé qui est moins émetteur de gaz à effet de serre. Et enfin, on a une partie non substituable avec laquelle on va pouvoir également agir. On va voir ça. Alors, première étape, comment est-ce qu'on supprime le gaspillage? Eh bien, vous voyez, là, je vous ai mis deux papiers. On va en voir un troisième juste après. Deux papiers qui nous montrent que c'est peut-être une histoire de culture. Nos systèmes de santé se sont développés avec leur industrie, avec leurs pratiques, avec leurs recommandations. Et ça a entraîné des disparités dans les prescriptions dans des pays qui ont des espérances de vie à la naissance ou même en bonne santé similaires. Et là, on voit ici sur le graphique de droite, les pays les plus foncés sont ceux qui prescrivent le plus d'antibiotiques et ceux en clair le moins. Et donc, par exemple, le ratio entre la France et l'Allemagne, c'est un ratio de 2. On prescrit 2 fois plus d'antibiotiques en France, 14 fois plus d'anxiolytiques. Sur cette étude ici, qui est parue dans le BMJ, ça a été réalisé au Danemark, sur une cohorte assez large de 50 000 patients. Et donc les sociétés savantes se sont réunies et ont mandaté des experts pour essayer d'étudier quelles étaient la pertinence des prescriptions d'IPP. Et bien, ils se sont rendus compte que dans la totalité, qui est le donut que vous voyez en haut là, 56% étaient des non-accepted indications. Donc on est sur une part majoritaire d'indications qui ne correspondraient pas, selon elles, en tout cas un bénéfice pour le patient. En France, l'assurance maladie estime que c'est à peu près 80% des prescriptions. C'est moins fouillé comme étude, mais en tout cas c'est une première estimation et elle est nettement plus importante. Deuxième source, outil pour réduire le gaspillage, c'est agir sur les MNU. Les MNU, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Il y a des mémoires de fin d'études, mais aussi des organismes très sérieux et des papiers dans des revues internationales qui nous montrent que, notamment au milieu hospitalier, 80% des médicaments qui sont retournés en PUI sont réutilisables. Et ce, à moindre effort, à moindre coût financier, parce qu'il y a moins enfin, déjà, il n'y a pas de sortie du médicament du circuit de distribution, et le reconditionnement est moins complexe. Alors que si vous récupérez en officine des médicaments, il y a déjà un travail d'évaluation de la qualité du médicament et ensuite de reconditionnement qui limite un peu plus cette proportion de réutilisables. En officine, c'est plutôt 30-40%. Néanmoins, on voit que là, si on on instaurait ce retour systématique en PUI, on pourrait atteindre une proportion intéressante de médicaments réutilisés. Donc, une fois qu'on a supprimé le gaspillage, comment est-ce qu'on va pouvoir substituer certains médicaments à d'autres? En s'intéressant à ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, LCA, Life Cycle Assessment. Et donc, là encore une fois, l'objectif, c'est de voir si pour le même service médical rendu, dans des conditions de prescription similaires, on peut avoir le même résultat. Là, il y a cette étude qui a été faite sur le cas des inhalateurs, et on voit que sur deux catégories d'inhalateurs, alors effectivement, je ne suis pas médecin, je ne vais pas pouvoir
vous relire mes notes de bas de page qui avaient comporté des noms assez complexes que je n'ai pas mémorisés. En tout cas, vous voyez que les propulseurs, hein, les MDI, contiennent un gaz fluoré qui est hautement réchauffant, hein, un potentiel radiatif très fort, alors que ceux à poudre ont que l'emballage finalement en plastique dans leur analyse de cycle de vie qui va peser. Et donc ça rend, dans ce cas-là, sur ce traitement, eh bien, une différence de potentiel émissif de plus de 26 si on prend cet inhalateur à poudre sur la gauche. La même chose, par exemple, avec les laryngoscopes. Si on étudie un petit peu ce qui peut être réutilisé sur les laryngoscopes, on se rend compte que sur les manches à usage unique, eh bien, ce qui constitue la majeure partie de l'empreinte carbone, eh bien, c'est l'utilisation du minerai qu'on va utiliser pour pouvoir faire le manche. Et si on stérilisait ce manche, eh bien, l'impact carbone supplémentaire, c'est la petite barre en verte que vous voyez ici. Donc là, vous comprenez rapidement qu'il est intéressant de stériliser un manche qui, voilà, on peut le stériliser peut-être 5 ou 6 fois avant d'atteindre le potentiel d'émission d'un nouveau manche. Alors, la différence est un petit peu moins visible pour les lames, mais néanmoins, on se rend compte que le potentiel de réutilisation est aussi fort. Et là, Martine va vous en parler tout à l'heure, il n'y a pas qu'une question de volonté, il y a aussi une question de réglementation. Et en France, on est un petit peu gêné là-dessus. Enfin, disons qu'on n'a pas suffisamment avancé par rapport à d'autres pays européens. Et vous, en tant que professionnel de santé, et d'autant plus à votre poste, vous avez la possibilité de vous impliquer auprès de vos sociétés savantes pour pouvoir faire avancer ce genre de sujet qui traîne clairement en France en termes de réutilisation. Donc, on a supprimé le gaspillage, on a substitué ce qui pouvait être substitué. Et bien maintenant, pour diminuer les interventions nécessaires, qui sont l'utilisation de dispositifs médicaux, de produits de santé qui sont indispensables, eh bien, il va falloir tout simplement éviter que les maladies se présentent. Et donc, ça, simplement, ça consiste à transformer notre système de santé. Donc, on le sait, aujourd'hui, la prévention, c'est 2% de nos financements, alors que les déterminants environnementaux de santé pèsent pour 85% dans l'apparition des maladies. Vous avez ample rapport sur le sujet, des rapports sénatoriaux. Vous avez Rémi Slama au Collège de France, etc., qui sont des grands ambassadeurs de ce sujet-là, et qu'il est nécessaire de faire avancer pour pouvoir poursuivre la réduction de nos gaz à effet de serre si on veut atteindre les 10%. Donc, je récapitule. Là, c'est après les mesures chiffrées. Ici, si on arrive à réduire le volume, donc le gaspillage et les substitutions, là, c'est si on arrive à transformer notre système de santé pour faire plus de promotion, de prévention, de promotion de la santé, de prévention et de juste soin. Et là, vous avez un dernier paramètre qui est fondamental, qui est celui du facteur d'émission. Le gant en nitrile, s'il est fabriqué en France ou s'il est fabriqué en Chine, il n'a pas le même impact carbone. Pourquoi ? Parce qu'il faut de l'énergie pour transformer le plastique, et cette énergie en Chine, elle est principalement carbonée. Bon. C'est un petit peu plus complexe pour les médicaments, parce que pour les médicaments, vous avez là encore des réglementations qui s'opposent à la possibilité de pouvoir réaliser certaines réactions chimiques sur le territoire français. Néanmoins, les industriels ont à ce stade, pour certains d'entre eux, de nombreuses analyses de cycle de vie, et donc ont l'information des leviers sur lesquels ils pourraient jouer pour pouvoir faire réduire ce facteur d'émission. Et donc là aussi, on en revient à vous, parce qu'on pense que sur votre manière de choisir vos molécules et vos dispositifs médicaux en général, vous avez la possibilité de réclamer ce type d'informations et de pousser aussi les industriels à publier, ce qui favorise par ailleurs la recherche et donc les recommandations qu'on peut faire, par exemple, comme on le fait aujourd'hui. Donc voilà, si on arrive à convaincre les industriels ou à faire évoluer la réglementation pour que ce facteur d'émission diminue, eh bien le potentiel de transformation, la nécessité de transformer notre système de santé, que vous voyez sur la barre à droite, sera moindre. Donc et cet effort de transformation, encore une fois, c'est pas rien. Quand on parle de réduire de 32 à 10, ça veut dire diviser par 3, rien qu'en instituant la prévention, la promotion de la santé, juste soin, c'est nettement plus douloureux comme transformation que si on arrive à réduire les facteurs d'émission de façon importante. Donc là, je vous en ai parlé.
Je ne vais pas détailler parce que malheureusement, on n'a pas le temps. Ce sera avec plaisir qu'on reviendra l'année prochaine pour faire ça. Mais effectivement, donc, il y a 3 aspects majeurs. Et à chacune de ces étapes, c'est aussi le médecin qui peut réfléchir à quels sont ces leviers et comment est-ce qu'il peut optimiser ces soins dans une 3e mesure. En termes de priorité d'action, nous, ce que l'on recommande, c'est d'essayer d'avoir une vue globale. Hein. On est souvent tagué d'ayatollah de la diminution carbone. Ce que je peux vous dire, c'est que chez les shifters, alors déjà, on n'est pas le Shift Project, et nous, on a une vision plus large. On défend davantage les questions de santé planétaire. Et il nous semble important de chercher des co-bénéfices, c'est-à-dire d'élargir un petit peu le spectre et de se dire quelles sont les mesures sur lesquelles je vais pouvoir avoir un fort impact sur le climat et en même temps un fort impact sur la santé. Alors, on a pris 4 exemples, ce n'est pas exhaustif, mais lorsque vous consommez moins de viande, vous allez émettre à la fois moins de CO2, mais vous allez aussi prévenir l'apparition de maladies, tout comme vous allez favoriser peut-être, en choisissant votre produit carné de façon un peu différente, agir sur la qualité des élevages et des écosystèmes qui sont autour de ces élevages. Favoriser la marche et le vélo, donc les déplacements, les modes doux, ça va avoir un impact sur les gaz à effet de serre, mais aussi diminuer la pollution, l'air et le bruit, qui sont des facteurs, des déterminants de santé importants, mais aussi diminuer l'apparition de certaines complications ou maladies. Pareil pour l'automédication, la climatisation, etc. Je passe vite. Je laisse la parole à Martine et je vous retrouve pour la conclusion. Et en cardiologie, est-ce qu'on a donc un recul par rapport justement au lien entre climat et soit pathologie cardiovasculaire, soit prise en charge des traitements cardiovasculaires? Alors, dans le premier sens, c'est-à-dire impact du climat sur les pathologies cardiovasculaires, les choses sont déjà un peu plus documentées. Je vous ai sélectionné quelques publications, en particulier celle qui est parue l'année dernière sur le site de l'ESC, qui faisait le lien entre justement les vagues de chaleur et les pathologies cardiovasculaires. Donc on voit très clairement qu'il y a un focus sur l'augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire lors des vagues de chaleur. Et puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'interaction entre chaleur et cinétique des médicaments. Et ça, c'est vraiment, ça va impacter votre quotidien, vos prescriptions. Il faut y penser systématiquement. D'abord parce que ça peut modifier la réponse thérapeutique attendue, parce que ça peut avoir un impact sur la survenue d'effets indésirables des médicaments, et puis parce que certaines classes thérapeutiques ont un potentiel d'altération des mécanismes de thermorégulation. Alors, à ce sujet, l'ANSM a publié la liste des classes thérapeutiques en cardiologie qui ont justement ce potentiel, soit qui sont, dont la pharmacocinétique est impactée par la chaleur, soit qui ont un potentiel donc d'altération des mécanismes corporels de thermorégulation. Alors, ce qui va vous impacter aussi dans votre pratique, c'est les risques de pénurie récurrents par défaut de production ou de transport des matières premières. J'ai juste fait un focus à partir de ce que j'ai trouvé sur la NSM. Côté médicaments, cette année, c'est la flécaïne LP et le Lasix-Retard qui ont été en tension d'approvisionnement. Côté dispositifs médicaux, j'ai juste repéré la rupture de stock de certains cathéters d'échographie intracardiaque ou de mesure du débit cardiaque, et pour des raisons justement d'approvisionnement en matières premières. Malheureusement, ces ruptures ou ces tensions sur les stocks risquent de se pérenniser dans le temps, puisque les causes, c'est l'intensification des événements climatiques extrêmes. On les voit surgir de plus en plus, avec des épidémies, des catastrophes naturelles, voire une augmentation de la demande dans les pays producteurs eux-mêmes.
Et puis, une chose à laquelle peut-être on pense moins, c'est que c'est l'inégalité des prix en Europe, avec en fait la pénalisation, entre guillemets, de la France, qui a des prix des médicaments les plus bas. Alors, face à ce risque de pénurie, on a vu se mobiliser les professionnels de santé. L'hiver dernier, donc dans Le Monde, il y a une tribune avec un collectif qui rassemblait plusieurs professionnels de santé, dont des cardiologues, étaient montés au créneau pour alerter nos gouvernants face aux pénuries de dispositifs médicaux. Le retraitement est une nécessité pour continuer de soigner nos patients. On se heurte là très clairement aux limites réglementaires de l'exercice. Donc il faut vraiment faire évoluer la réglementation à ce sujet. Et puis aussi aux limites physiques de capacité des services de stérilisation qu'il faut probablement réorganiser. Alors, il y a encore 3 jours, dans Le Monde, il y avait encore un article sur la pénurie de médicaments et résultat donc d'une chaîne de causes à la fois industrielles, je vous l'ai dit, défaut d'approvisionnement ou de production, mais aussi commerciales. Alors, ce qui est moins bien documenté et qui nécessiterait justement que les professionnels de santé s'attellent à cette tâche, c'est l'impact des procédures donc de prise en charge cardiovasculaire sur l'environnement. Alors, j'ai choisi cette étude qui vient d'être publiée et qui est une étude, qui est un observatoire en fait sur l'impact environnemental des cathéters et d'électrophysiologie. Les rythmologues sont vraiment sont montés au créneau pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien sur ce graphe les différences de réglementation au sein de l'Europe. Vous voyez en marine tous les pays qui n'autorisent pas le retraitement de ces cathéters et la réutilisation. Et vous voyez, et dont fait partie la France, et vous voyez en bleu ciel les pays qui l'autorisent. Ce sont les pays limitrophes, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède. Donc la réglementation européenne n'interdit pas du tout de ce retraitement, mais le choix définitif est laissé à chaque pays. Donc il faut probablement là aussi agir par l'intermédiaire des sociétés savantes pour faire évoluer cette réglementation. Alors il y a d'autres études intéressantes qui sortent, elles sont tout à fait récentes et elles mériteraient d'être étoffées, en particulier cette méta-analyse qui est sortie récemment dans Open Heart et qui fait, à partir de 12 études, le bilan de l'impact environnemental d'une prise en charge cardiovasculaire et qui pointe comme source d'émissions principalement l'imagerie cardiaque et au sein de cette imagerie l'IRM, et puis le monitoring des pacemakers, les prescriptions médicamenteuses et la chirurgie cardiaque. Alors, au sein de cette méta-analyse, il y a une étude qui m'a semblé intéressante, puisqu'elle est française, elle vient donc, du département de cardiologie de Lyon, et c'est un audit sur les procédures de chirurgie conventionnelle, où là aussi ont été analysées les principales sources d'émissions. Et vous voyez ici... Non, oups. Voilà. Ces sources, c'est l'anesthésie, c'est la chirurgie elle-même et c'est surtout la circulation extracorporelle. Et en fait, la grande majorité des émissions proviennent du matériel à usage unique. Donc là aussi, il y a certainement quelque chose à faire pour améliorer cette situation. Alors, quand on est professionnel de santé et qu'on travaille au sein d'un établissement et qu'on a envie de s'engager, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez sur cette slide les différentes initiatives que vous pouvez prendre. La première, je crois qu'elle est capitale, c'est la formation. C'est se former soi-même et former aussi le personnel soignant. Ensuite, c'est créer des réseaux de professionnels, impliquer les sociétés savantes ou les collectifs. C'est aussi peut-être vous impliquer dans la RSE de votre établissement, faire partie des commissions de développement durable ou vous intégrer un projet d'établissement qui est mené par les CME.
De façon personnelle, vous pouvez aussi systématiquement challenger vos prescriptions et puis participer à l'élaboration en équipe d'une éco-conception des soins. Et puis, si vous avez des étudiants qui sont friands donc, de thèses, de projets de recherche, eh bien, leur proposer systématiquement de faire des projets de recherche avec un lien sur la décarbonation du système de santé au sein de vos établissements. Alors, je vous donne quelques exemples. Hein. Le docteur Xavier Roy, qui est cardiologue aux HCL et donc interventionniste, a décidé donc au bloc de mesurer l'impact carbone d'une procédure de coronarographie diagnostique et d'une angioplastie. Il a proposé à un de ses élèves de faire cette analyse comme test de médecine. Et autre initiative qu'il a pris quand il était corro à la clinique Saint-Gatien à Tours, c'est qu'il s'est aperçu qu'en fait les DASRI étaient bien supérieures aux recommandations qui étaient faites par rapport au DAOM. Et donc il a choisi comme action d'inverser cette proportion, donc de réduire l'impact environnemental et surtout le coût du traitement. Il faut savoir que le coût des DASRI est nettement supérieur. Il faut du transport, il faut les incinérer, il faut recycler. Donc tout ça, ça a un coût environnemental et économique. Et donc il a fait un état des lieux, il a formé le personnel, il a réorganisé la salle de corro et ensuite il a refait un état des lieux post-formation une semaine après. Et vous voyez que avant la formation, sur 53 coraux, il y avait 228 kilos de déchets, dont 72% étaient des 3 kilos donc de DASRI par rapport au DAOM. Après la formation, déjà, on a moins de déchets. Ce n'était pas l'objectif, mais c'est ce qu'il a observé. Et puis surtout, il a inversé la proportion dans ce qui est recommandé. Alors, si on est libéral, il y a peu d'études, malheureusement, sur les cabinets libéraux, mais il y en a une qui a été publiée dans une revue suisse qui pointe tous les postes d'émission qui peuvent être challengés. Et puis, vous avez la possibilité, si vous voulez scanner ce QR code, d'avoir accès à une brochure très intéressante sur le cabinet éco-responsable et qui est remarquablement bien faite. Donc, je vous laisse, si vous voulez le scanner, je vous laisse quelques secondes. C'est bon ? Ouais, je profite juste pour dire qu'il y a également un outil qui permet de mesurer l'empreinte carbone sur eco-doc.ch. Ils ont fait pour les cabinets libéraux. C'est très bien fait, c'est assez succinct, ça vient de sortir et c'est public. C'est gratuit. Voilà, puis il y a une communication qui commence à prendre un peu plus d'ampleur dans la médecine de ville, parce que j'ai trouvé cette communication de l'URPS, du Grand Test de mars 2023, avec de façon très synthétique tous les postes et les actions à mettre en place. Mais la première, c'est vraiment de faire d'abord un état des lieux et de sélectionner bien sûr vos priorités. Chaque cabinet agit de façon différente. Voilà, c'est la conclusion et je laisse Pierre-Marie vous la présenter. Bien, mais merci pour votre attention. On a débordé un tout petit peu sur le timing. Tout ça pour vous dire que l'état des lieux, il est clair. Hein. Aujourd'hui, on est soumis à une double contrainte. Si on ne fait rien, le climat va poursuivre son dérèglement et on va être de plus en plus affecté dans notre exercice. Vous allez être de plus en plus exercé dans l'exercice de votre métier. Le système de santé va être impacté. Alors, impliquez-vous. Il y a des outils possibles, que ce soit à la fois très concrètement, comme on l'a vu avec le docteur Roy, à votre niveau dans le blog, que ce soit auprès de vos sociétés savantes pour faire évoluer les recommandations et le cadre réglementaire national, que ce soit aussi dans vos achats de dispositifs médicaux, si vous avez la possibilité d'avoir un produit substituable, c'est peut-être le moment de le faire. Et n'oubliez pas que chaque dixième degré compte. C'est Valérie Masson-Delmotte qui nous le dit.
chaque action que vous pourrez mener sera facteur de rétention de gaz à effet de serre et ça permettra de sauvegarder donc, une vie beaucoup plus large sur la planète que celle qu'on peut avoir dans nos établissements de santé au quotidien, dans nos systèmes de santé. Merci pour votre attention.